Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ça nous intéresse. L'année 2024 est une année riche en défis et opportunités. Dans un contexte international marqué par une complexité croissante et des bouleversements constants, l'économie mondiale s'est heurtée à de nombreuses incertitudes. Parallèlement, l'année 2024 a été marquée par une dynamique exceptionnelle en matière de développement scientifique et technologique. Quels sont les événements marquants de l'année 2024 ? Quelles sont les nouvelles tendances qui méritent d'être observées et étudiées ? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités pour plonger ensemble au cœur des évolutions et des transformations qui ont façonné l'année 2024. Madame Sarina, professeure à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Ding Yifan, économiste et chercheur principal à l'Institut Taihe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. D'abord, l'année 2024 revêt une signification particulière pour la Chine, car c'est le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et sur le plan international, la Chine s'affirme en tant que défenseur des principes d'ouverture, de coopération et des bénéfices mutuels. Monsieur Ting, quels événements de l'année 2024 en Chine ou sur la scène internationale vous ont marqué le plus ? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait, on a raconté des tas de bruits sur l'économie chinoise. Est-ce que la Chine va s'écrouler parce que avec l'éclatement de la bulle de l'immobilier, etc. Mais finalement, si on regarde les objectifs fixés en 2020-2021 et aujourd'hui, en fait, on a arrivé à résoudre la plupart des problèmes. On a atteint à peu près plus de 85% des objectifs du 14e plan quinquennal. C'était un très bon succès. De ce point de vue, la Chine a montré très positif sur le plan international pour résoudre des problèmes de crise, pour résoudre le problème de développement, pour promouvoir le développement à travers le monde, en dépit de la démondialisation, etc. Donc, le chef d'État chinois a fait des propositions à la communauté nationale, à la fois au sommet des pays BRICS, en Russie, aussi au sommet de G20 au Brésil, etc., etc. Et tout cela est un geste positif de la part de la Chine pour aider le monde à traverser cette période un peu difficile et bouleversante. Si on parle de la croissance économique, on peut constater que l'innovation technologique a davantage stimulé l'économie. Madame Sarina, pouvez-vous nous parler un peu les réalisations de la Chine en matière de développement scientifique et technologique ? Oui, en fait, 2024 a été marqué par, je pense qu'il y a trois aspects parallèles. Donc, le développement, on dit aérien, le développement terrestre et le développement maritime. Donc, en parlant de développement aéronautique, donc nous avons développé en fait en l'année 2024 donc un avion 100% électrique, donc ce qui est très très important pour le développement des avions en Chine parce que avec ce propulseur électrique, donc il est composé de trois parties, donc le moteur, la commande électronique et aussi la batterie. Donc tout est conçu 100% par la Chine et surtout ce qui est plus difficile, c'est faire coordonner ces trois dispositifs intégrés dans un même système. Et pour l'aérospatial, donc on a réussi 2 lancements des vaisseaux spatiaux habités et 2 retours réussis des astronautes avec Shenzhou 17 et 18. Et 2024, on a aussi lancé une sonde lunaire. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on a embarqué un dispositif, un détecteur français de radon. Donc c'est la première fois qu'un dispositif français est envoyé sur la Lune. Et c'est la première fois que
que la Chine embarque un instrument français pour une mission lunaire. Et pour cette mission, la sonde aussi a réussi à collecter des échantillons. Et ces échantillons, bien sûr, on va les partager aux autres pays pour faire des recherches communes. Donc ça, c'est la partie aéronautique et aérospatiale. Et pour tout ce qui est terrestre, je pense que ce qui est à noter pour l'année 2024, c'est l'application de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, dans toute la vie quotidienne, surtout pour la voiture autonome. Parce que je sais à Wuhan, il y a une plateforme qui propose un service des conduites autonomes. Et pour parler de l'intelligence artificielle, comme je travaille dans l'enseignement supérieur, donc on a cette pratique maintenant quotidienne d'impliquer l'intelligence artificielle dans nos enseignements, dans nos gestions des cours, gestion quotidienne de l'université, des affaires pédagogiques. Donc l'intelligence, elle est vraiment omniprésente en fait dans la vie quotidienne chinoise. Et pour parler de cet aspect maritime, cette année aussi, 2024, le premier navire de croisière a fait son essai, son voyage inaugural. Et il y a aussi le porte-avions Fujian. Il y a quelque chose vraiment à signaler, c'est que dans ce porte-avions, il y a un catapultage électromagnétique. Ce qui fait ce porte-avions avoir une percée technologique qui fait le leader du monde. Personnellement, je m'attends beaucoup à la popularisation de la conduite autonome parce que je ne sais pas conduire comme ça. C'est plus pratique pour moi. Et tout à l'heure, Madame Zarina a parlé de l'intelligence artificielle. Je me souviens qu'un expert a dit que peut-être dans 5 à 10 ans, on pourrait avoir chacun chez soi un robot qui travaille, qui pourrait faire les ménages, la cuisine ou aller chercher les colis. J'ai visité à Shenzhen une entreprise qui est spécialisée dans la production des robots en forme humaine. Et on dit que dans 5 ans, chaque famille aura un robot qui assumera le travail domestique, comme chaque famille a une voiture. Car le prix, l'accessibilité de ces robots en forme humaine était tel que finalement, ça va avoir un avenir très proche de nous. Et non seulement ça, cette entreprise a déjà fourni des robots en forme humaine pour remplacer des inspecteurs sur la chaîne de montage des voitures, des véhicules électriques. Car autrefois, même si dans la chaîne de montage, etc., tous les autres étapes ont été rassurées par les robots industriels, etc. Mais à la fin, il faut toujours un inspecteur, quelqu'un qui va monter dans la voiture pour voir si tout est bien en place, etc. Maintenant, ça, le travail est assumé par un robot en forme humaine. Donc, je pense qu'il y a un aspect technique. On a développé les technologies, mais il y a un aspect qu'on doit apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle. Donc, je pense que la Chine commence aussi à mettre quelques cours pour l'instruction obligatoire, en fait, les cours concernant la bonne maîtrise de l'intelligence artificielle pour les jeunes. L'année 2024 est aussi une année des élections dans plusieurs pays, par exemple les élections aux États-Unis, mais aussi l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Chine avec plusieurs pays, par exemple avec la France. Monsieur Tien, mais là aussi, en France, on a eu aussi une élection générale par surprise, parce que le président a dissolu l'Assemblée nationale, on a eu une élection électorale, une élection parlementaire complètement par surprise, là aussi. Et souvent, les élections en 2024 ont eu des surprises. Par exemple, aux États-Unis, au moment de la campagne, etc.,
la presse américaine ne cesse de dire qu'il y aurait une course très proche. Mais finalement, lorsque le résultat est annoncé, tout le monde a été surpris. Parce que personne n'avait pensé que Donald Trump allait gagner une si grande victoire à tous égards. À tous égards, finalement, Donald Trump a gagné une victoire électorale jamais vue. Théoriquement, maintenant, Donald Trump a tous les pouvoirs. Car pendant ces 8 dernières années, donc pendant son mandat, son premier mandat, et puis le mandat de Biden, il a, d'une certaine manière, restructuré le Parti républicain. Maintenant, les sénateurs et les parlementaires républicains sont des partisans de Donald Trump. Donc, ils contrôlent le Parti républicain, ils contrôlent les 2 chambres de Parlement. Bien sûr, les républicains, plus ou moins conservateurs, et majoritaires à la Cour suprême. À la Cour suprême, etc., bien sûr, au pouvoir exécutif. Maintenant, il est élu, il va prendre la tête au prochain pouvoir exécutif. Donc, il contrôle les 3 pouvoirs, exécutif, parlementaire et judiciaire. De ce point de vue, c'est très rare de voir que ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs est complètement en faveur de Donald Trump. Personnellement, et de ce point de vue, Donald Trump risque d'avoir un pouvoir super puissant maintenant aux États-Unis. D'autant plus qu'au cours de sa campagne électorale, Donald Trump a fait tellement de déclarations plutôt menaçantes vis-à-vis de tout le monde, non seulement vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis de l'Union européenne, du Japon, de la Corée, de tous ses partenaires commerciaux. Donc ça risque de provoquer des remous. Et le gouvernement américain risque de faire appliquer des politiques un peu qui pourraient déstabiliser la chaîne de production mondiale, qui ont été tissées depuis des années et des années par des grandes entreprises multinationales. Et en 2024, on a également vu des succès notables dans le domaine culturel chinois. On peut par exemple citer l'inscription de la fête du printemps et de l'axe central de Beijing au patrimoine mondial de l'UNESCO. Madame Sarina, pour vous, quels ont été les phénomènes culturels qui vous ont le plus impressionné? L'année 2024 est, je pense, que est surtout caractérisée par une combinaison de tradition et de la modernité. Donc tradition, il y a cette inscription du patrimoine. Il y a tradition parce que en 2024, il y a 2 grands événements qui se sont tenus. Donc l'un, c'est le festival culturel de Confucius, donc qui s'est tenu à Qufu, donc le lieu de naissance de Confucius. Et l'autre, c'est la conférence mondiale de la langue chinoise. Donc pour ces 2 événements, nous avons l'honneur d'avoir invité beaucoup de chercheurs qui font des études confuciennes, des ambassadeurs de langue chinoise. Donc je pense que ce sont des grands événements. Donc les gens du monde entier on partage en fait la philosophie Confucius, on partage la langue chinoise. Ça c'est un côté très tradition. Et l'autre côté, donc parallèlement à cette tradition, il s'ajoute aussi l'aspect très modernité de la culture chinoise. Donc je cite le jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu sur Wukong. Je ne joue pas, mais je sais. Ouais, donc il a eu vraiment un grand succès. Et je pense que pendant la popularité de ce jeu, j'ai observé que ce qui est très très intéressant, c'est que comme il raconte une histoire, voilà, un classique chinois, donc un patrimoine qui part pour les aventures avec les 3 disciples, mais avec un sage roi. Mais pour les amateurs des jeux étrangers, en fait, c'est pas très familier pour eux, cette histoire. Donc ils demandent l'aide des joueurs chinois sur Internet. Et
Et ces joueurs chinois, ils ont préparé 200 pages, un document de 200 pages de référence pour que les joueurs étrangers comprennent mieux cette racine culturelle. C'est un beau échange, n'est-ce pas? Et avec ce jeu-là, ça véhicule une nouvelle interprétation de l'esthétique chinois dans ce jeu, avec le costume, le dessin, le design, etc. Donc c'est quelque chose vraiment de nouveau et ce qu'on apprécie beaucoup en fait pour l'année 2024. Et en 2024, parmi les échanges d'activités culturelles, ce qui nous concerne le plus, puisqu'on parle tous français, c'est le 60e anniversaire des relations sino-françaises et le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Monsieur Ding, est-ce que vous avez eu l'opportunité de participer à certaines de ces activités d'échange? Non, on a préparé un certain nombre d'activités avec cela. Et en fait, le président chinois s'est rendu en France, il a été reçu non seulement à Paris, mais aussi dans les Pyrénées, dans un village où le président Macron il visitait souvent pendant son enfance. Donc, ce qui pour montrer une certaine amitié, une certaine familiarité avec la campagne française, etc. Je pense que ceci a montré que entre les chefs d'État, il y a une espèce d'amitié, ils veulent tisser plus de liens personnels au-delà des affaires publiques. Ils voulaient aussi créer des liens personnels. Mais aussi, comme c'est le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, il y a eu beaucoup d'activités culturelles aussi. La Chine a organisé beaucoup d'activités à Paris pour montrer. D'abord, il y a des activités sur les résultats du développement culturel en Chine, sur la modernisation de la culture chinoise, mais aussi sur un aspect très particulier des Nations Unies, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté. On a montré aussi à Paris le résultat de la réduction de la pauvreté en Chine, l'éducation des filles et des jeunes filles dans des régions plus arriérées, et comment on a fait que les petites filles puissent avoir accès à l'éducation normale et ils ont transformé leur vie grâce à une éducation fournie par les autorités locales, etc. Tout cela sont des activités qui ont été organisées autour de la commémoration de ce 60e anniversaire. Pour renforcer les échanges culturels et faciliter le voyage, il faut aussi souligner une politique que la Chine a adoptée en 2024, l'exemption de visa. C'est ça, c'est quelque chose de très, très important. On rencontre souvent dans les rues à Pékin ou à Shanghai, dans les grandes villes, on rencontre souvent des groupes, des touristes étrangers, en particulier des étudiants français. J'ai un ami français, en 2024, il est venu 5 fois. Il dit que sans cette politique de sans visa, je ne serais jamais venu en Chine autant de fois. Parce que maintenant, comme ils n'ont pas besoin de visa pour venir en Chine, il suffit de prendre un billet d'avion. Lorsqu'ils ont eu une idée de venir pour une raison quelconque, ils peuvent prendre un billet d'avion et de venir en Chine. C'est aussi facile que ça. Ils n'ont plus besoin de préparer le voyage très tôt. Non. Et Madame Sarina, en 2024, est-ce que vous avez participé à des activités intéressantes? Est-ce que vous avez des histoires intéressantes à partager avec nous? Oui, en fait, en ce qui me concerne, il y a 2 choses que je voudrais vous partager. Donc, première chose, c'est que, en fait, lors du 40e anniversaire de l'établissement diplomatique entre la Chine et la France, le ministère éducatif chinois et le ministère éducatif français, ils ont décidé de créer une école d'ingénieurs. Donc, c'est une coopération avec mon université et avec des écoles d'ingénieurs françaises. Donc, c'était en 2004 que nous avons signé cette convention. Et 2024, donc c'est le 20e anniversaire de la création de l'école. Donc, nous avons
en 2024 le millième étudiant diplômé de l'école. Donc, c'est vraiment de créer un établissement concret sur le terrain chinois. Et on a fait venir les professeurs, les scientifiques français et travailler avec les scientifiques chinois de notre université. Et on forme des ingénieurs franco-chinois, trilingues, et qui a une bonne compétence en ingénierie. Et donc je pense que 2024, on voit un dynamisme des activités culturelles. C'est aussi une année où on voit les fleurs qui s'épanouissent. Donc je pense que c'est un événement très important pour moi. Et l'autre chose, c'est que j'ai traduit un livre du français qui s'appelle La belle histoire de la révolution numérique, donc écrit par un auteur français. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en Chine, parmi les œuvres qui parlent de l'histoire des sciences, souvent ce sont des livres en anglais ou bien qui sont traduits de l'anglais. Donc c'est très rare de voir un auteur français qui parle ou bien qui nous fait comprendre comment lui ou bien eux, les Français, ils voient ce développement numérique et quelles sont les contributions des Français et des gens des autres pays dans ce développement de sciences. Et surtout avec des échanges avec cet auteur, il a dit que comme la Chine maintenant est très très développée dans ce domaine, donc il aimerait bien que j'ajoute quelques pages sur le développement récent de la Chine. Donc je pense que c'est très significatif et ça donne le sens en fait, cette traduction. En 2025, nous serons confrontés à de nouveaux défis. Et la nouvelle année est souvent synonyme d'espoir et de possibilités infinies. Quelles sont vos attentes pour l'année 2025, Monsieur Ding? 2025 serait probablement très difficile parce qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et les menaces qui risquent d'être mises en place, il va y avoir des difficultés. Et là aussi, comme Donald Trump menace aussi de relever le tarif contre l'Union européenne, il y a, je pense, de ce point de vue, plus de marge de manœuvre entre l'Europe et la Chine pour trouver des opportunités de coopération. Si on regarde l'attitude de la Commission européenne vis-à-vis du véhicule électrique, par exemple, chinois, et la Commission européenne était très rigide, était très sévère et elle menaçait de relever le tarif aussi sur les véhicules électriques chinois. Mais maintenant, tout est à renégocier maintenant avec la Chine, etc. Parce que le gouvernement américain semblerait plus agressif. Et là aussi, l'Europe, la Chine ou avec le Japon, un peu, si vous regardez le nouveau gouvernement japonais, se montre encore très modéré vis-à-vis de la Chine. Bien sûr, ils sont encore dans le cercle de l'alliance américaine, mais d'une certaine manière, le nouveau Premier ministre japonais se montre très, très modéré et voulant engager une espèce de dialogue et de coopération avec la Chine. Malgré la situation très complexe sur le plan, sur la scène internationale, on peut quand même s'attendre à de bonnes choses. Madame Sarina, quelles sont vos attentes pour l'année 2025? Moi, je dirais plutôt des bonnes choses. Oui. Pour l'année 2025, premièrement, avec cette politique de visa pour nos amis étrangers, je pense qu'on est impatient de voir l'arrivée de plus en plus des touristes, des étudiants, des chercheurs, des scientifiques qui puissent venir nous rejoindre, de partager leurs idées et d'avoir des échanges vraiment concrets avec les Chinois. Et moi, en tant que professeur, je suis impatiente de voir des étudiants étrangers qui sont dans la même salle de cours avec nos étudiants, de pouvoir s'échanger. Alors ça, c'est première chose. Et deuxième chose, au niveau des sciences et technologies, je pense qu'il y a encore beaucoup d'inattendus, donc beaucoup de choses, beaucoup de surprises qui nous attendent. Donc je pense que les sciences et les technologies, c'est toujours inconnu et c'est toujours excitant. Donc on espère en 2025,
on voit plus de réalisations scientifiques qui pourraient améliorer notre vie. En 2024, notre émission a eu l'honneur d'inviter de nombreux experts, artistes et amis qui ont partagé avec nous leurs histoires captivantes et leurs perspectives uniques et qui, pour certains, nous ont offert des performances éblouissantes. Nous sommes profondément reconnaissants pour leur soutien à notre programme. En conclusion de l'émission, nous aimerions également inviter certains d'entre eux à formuler leurs souhaits pour l'année 2025. Regardons ensemble. Chers téléspectateurs, chers amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Karim Mosta, je viens de réaliser Casablanca-Pékin, le vélo. Bonjour, ici Paris. Bonjour à tous les téléspectateurs de CGTN. L'année 2024 touche à sa fin et nous attendons ensemble l'arrivée de l'année 2025. Je crois que tout le monde, comme moi, a vécu une année très riche et remarquable. J'espère et je souhaite de tout cœur que l'année 2025 soit une année de croissance, une année d'opportunités et bien entendu une année de positivité tant à titre personnel que pour tout jeune Africain. Grâce à la Chine, la possibilité d'avoir des visas de 30 jours, eh bien, il faut que le maximum de Français viennent voir la Chine pour voir tout ce que le laboratoire d'idées du monde peut apporter à la France. Et que la relation entre le Maroc et la Chine, ça reste meilleur comme elle est et encore mieux. Je profite aussi de cette occasion pour souhaiter qu'en 2025, la paix règne partout dans notre planète. Je souhaite au peuple chinois, mais je souhaite aussi au peuple français et à tous les peuples du monde de poursuivre une progression, une modernisation, un enrichissement dans le concept de communauté de destin. Que cette nouvelle année soit celle de la réconciliation, de l'innovation, de l'espoir. Ensemble, construisons un monde où chaque individu pourra s'épanouir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dantès Dael Yang. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous une chanson qui fait voyager entre Chine et France, entre France et Chine. Cette chanson s'appelle Cette route. Cette route, elle se dessine devant tes yeux, t'attire depuis longtemps, si connue, remonte à la nuit des temps. Oh, cette route, elle est gravée dans l'histoire, l'humanité est sa mémoire, notre bien à tous, le plus beau des passages. À vous, très chers téléspectateurs, je souhaite une année éclatante de bonheur, de santé, remplie d'amour. Je souhaite à tous les téléspectateurs de CGTN une excellente année 2025. Qu'elle soit remplie de petites et grandes joies, de belles découvertes, de belles rencontres, de réussites et puis surtout une bonne santé. Je voudrais vous souhaiter une très belle année avec la santé, de la chance, des belles rencontres, des beaux voyages. Je vous souhaite une année empreinte de santé, de sérénité, entourée de vos proches et de ceux que vous aimez. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025, avec bien sûr la bonne santé et la réussite dans vos projets. Ici, je souhaite à tous nos téléspectateurs de CGTN une bonne et heureuse année 2025, la santé, le bonheur et tout. Vive la Chine, vive les Chinois et vive l'année 2025. Merci à tous les invités, merci pour leurs souhaits et merci également à nos deux invités sur le plateau, M. Ding et Mme Sarina. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025.